Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Antoine. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année à vous aussi. Toute la semaine. Félix Baron, Club des investisseurs indépendants, même chose. Tous nos bons vœux pour l'année qui s'ouvre, une année qui sent le pétrole dès le début. À fond. Voilà, donc cap sur le Venezuela et sur les velléités expansionnistes des États-Unis en matière de matières premières. On a été un petit peu sous le choc de ce qui s'est passé au Venezuela, que déjà cap sur le Groenland. Et là, les mots deviennent particulièrement durs entre les deux camps, entre le Danemark, l'Europe, qui monitore la situation de manière intensive, visiblement, mais qui ne fait pas grand-chose. Le Danemark qui commence vraiment à prendre ombrage de tout cela. Donald Trump, Stephen Miller, hier. Enfin, cette déclaration totalement insensée. Qui va aller se battre pour le Groenland ? De toute manière, personne va nous embêter. C'était vraiment son discours. Personne ne nous empêchera de faire ce qu'on a à faire. Et au milieu de tout ça, alors c'est vrai, des prix du pétrole qui restent relativement calmes, qui montent graduellement, mais enfin bon, il n'y a pas grand-chose. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Félix, on va commencer avec vous. C'est vrai que cette passion des États-Unis pour mettre la main sur le plus de réserves de pétrole possible, c'est aussi cohérent avec une stratégie énergétique qui est vraiment basée sur de la technique pétrolière aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est ça. Jamais le pétrole n'a été aussi stratégique pour les États-Unis et l'énergie en général. La phrase « le PIB, c'est de l'économie transformée », elle est on ne peut plus actuelle. Aujourd'hui, le PIB des États-Unis, c'est de la techno. Et la tech américaine, elle repose sur une consommation d'énergie de plus en plus élevée. Vous prenez l'IA et les data centers, et je n'en parlerai que là, c'est 3% de la consommation mondiale d'énergie aujourd'hui. 6% en 2030, doublement en moins de 5 ans, ça va très vite. Malgré tout, alors juste un truc, on le disait dans BFM Bourse hier après-midi avec Guillaume Sommerer, et c'était très intéressant, c'est pas du pétrole brut qu'on met dans les data centers pour les faire fonctionner, mais le lien et tout ce maillage énergétique, tout est lié. Mais c'est pas parce que vous avez des panneaux solaires, des éoliennes et du nucléaire que vous fermez le reste. Demandez à Jean-Marc Jancovici, l'expert sur la question. Oui. Vous n'allez pas couper vos sources d'énergie, surtout qui représentent votre mix énergétique, 80% du mix mondial avec le pétrole, le charbon, le gaz, si vous avez tout à coup des nouvelles sources. Vous avez besoin de toute façon de plus en plus d'énergie. La question, c'est pourquoi aller se mettre dans une situation pas possible à l'égard de la communauté internationale pour 300 milliards de barils de pétrole ultra lourd, visqueux et très compliqué à extraire. Eh bien, la question et le sujet des États-Unis n'est pas tellement la production et l'extraction de ce pétrole qui va être cher. Mais les États-Unis savent le faire parce qu'ils le font au Canada avec le pétrole lourd. La question, le sujet, c'est surtout le coût du pétrole, du baril vendable, une fois qu'il est raffiné. Et là, on revient sur les raffineries américaines du sud des États-Unis, de la Louisiane et du Texas, la fameuse raffinerie de Port Arthur, qui savent très bien raffiner le pétrole ultra lourd. Elles l'ont fait jusqu'aux années 2000, où, rappelons-le, en 2000, avant que Chavez arrive au pouvoir et commence à réduire les exportations de pétrole, les États-Unis importaient tous les jours 1,5 million de barils du pétrole de Venezuela. Et donc, ils savent très bien raffiner ce pétrole de la ceinture de l'Orénoque. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas le faire immédiatement. Ils ne vont pas le faire demain. Ça va prendre des dizaines. L'augmentation du cours des majors pétrolières, il va être dilué assez rapidement. Elles sont trop grosses pour en profiter vraiment. L'intérêt, il est stratégique à 5 ans, quand ces raffineries profiteront d'un approvisionnement de pétrole stable. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'approvisionnement soit déjà stable, mais ça va être les grandes gagnantes, les raffineries, parce qu'elles vont avoir, si le contrôle sur le pétrole vénézuélien est confirmé, un approvisionnement donc stable, une contrainte logistique plus faible que celle avec le Canada. Et donc, il y aura un intérêt. Mais en premier lieu, l'intérêt des États-Unis, il n'est pas tellement d'avoir mis la main sur les réserves de pétrole. Il est de dire au Venezuela, maintenant, si vous vendez du pétrole ultra lourd à la Chine ou à l'Iran, vous le vendez en dollars. Le but, c'est de remettre des pétrodollars dans le jeu américain. C'est ça, c'est de reprendre un peu la main sur la devise de référence mondiale. Ça, c'est le premier intérêt à ultra court terme. À plus long terme, vous allez avoir des gagnants qui seront les raffineries, je l'ai dit. Donc là, les Valero Energy, les Marathon Petroleum, les Phillips 66, leur cours a explosé hier. Ça va se calmer, mais d'ici 5 ans, elles peuvent vraiment produire un pétrole beaucoup plus rentable. Parce que c'est comme si on disait aux Français, attention, c'est le retour du Minitel. Nous, on est prêts. C'est ça, oui. On est prêts. Eux, ils sont prêts avec ces raffineries-là. En deuxième lieu, les gagnants d'un contrôle sur du pétrole ultra lourd, ça va être aussi le Canada. Ça paraît contre-intuitif, mais en fait, le Canada va devenir pour les États-Unis le partenaire d'expertise. L'expert et surtout le pilier
politiquement et structurellement stable par rapport au Venezuela qui est plus explosif et qui a des alliés chinois, russes, iraniens. Et puis, troisièmement, quatrièmement, vous avez les transporteurs, les logisticiens, ceux-là on les oublie, mais l'équivalent, nous, de nos Technip Energy, les bateaux, les pipelines, etc., vous avez Kinder Morgan aux États-Unis, vous avez Enbridge au Canada, et puis vous avez aussi ceux qui sont spécialisés, alors là c'est la dernière couche, la plus risquée, mais la plus intéressante, ceux qui savent produire, transformer le pétrole ultra lourd en pétrole léger, et l'extraire. Donc les Schlumberger, donc maintenant c'est SLB et Halliburton, qui sont spécialistes dans les procédures de coquéfaction, d'injection de vapeur, etc. Donc, Halliburton qui est à Dubaï maintenant. Ils sont plus américains, ils sont à Dubaï. Ils sont à Dubaï. Mais ce genre de service pourra, aujourd'hui vous êtes peut-être à Dubaï, ils sont spécialisés sur l'Arabian Light, mais ils pourront très bien revenir sur ce qu'ils savaient faire il y a 20 ans à l'époque de Bush. Longue expérience aux côtés du gouvernement américain pour faire. Voilà, donc mais le mot de la fin, c'est vraiment ça, c'est le pétrole et l'énergie. Ouais. En fait, aujourd'hui, ils vont pas en faire grand-chose, mais le but, c'est d'en avoir le plus possible pour pas être à court dans 5 ans. Bon, Christian Fontaine, je suppose que tout ça vous inspire, mais ça doit pas nous faire oublier aussi les fondamentaux, et on va s'y atteler dans cette émission. C'est vrai que c'est une actu qui est absolument passionnante, qui est bouleversante par beaucoup de côtés, mais voilà. Il y a aussi ce qui anime la bourse, et on l'a vu là ces dernières semaines, il y a les statistiques. Et c'est vrai qu'on a eu un trou noir de statistiques du fait du shutdown aux États-Unis. On a constaté finalement à rebours que la croissance américaine était beaucoup plus robuste que prévu, donc que la Fed avait de moins en moins de chances désormais d'adopter une attitude coulante, parce que l'inflation, elle reste là, parce que le marché du travail se porte pas trop mal et que la croissance reste vraiment très forte. Donc du coup, on va rester à l'affût de ces statistiques pour commencer l'année. Il ne faut pas les perdre de vue. Alors, bien sûr, il ne faut pas les perdre de vue. Alors, ce qui me frappe quand même dans ce qui s'est passé, c'est que cette intervention américaine au Venezuela a eu lieu entre dans la nuit, entre le 2 et le 3 janvier. Donc, je reste en train de dire, et moi, c'est la première leçon, et la grande leçon boursière que j'en tire au-delà des gagnants ou des perdants dans les séances qui suivent l'intervention, c'est la surprise. Voilà la première surprise de l'année. Alors bien sûr, la surprise, elle est géopolitique avant d'être boursière, mais je pense qu'il y en aura d'autres et on se dirige certainement vers une année excessivement volatile. Alors, vous avez raison, on a profité au revenu de ces quelques jours de trêve et de vacances pour regarder un tout petit peu les statistiques et notamment les statistiques boursières. Alors d'abord, regardons un tout petit peu, essayons de voir la bouteille à la moitié pleine. Et lorsque vous regardez la première séance de la bourse pour le CAC 40, c'était le vendredi dernier, plus 0,56%. En fait, vous vous rendez compte, lorsque vous regardez les statistiques, notamment sur les 3 dernières années concernant le CAC 40, c'est que la première séance de bourse de l'année donne le là pour la performance sur l'ensemble de l'année. En tout cas, c'est ce qu'on a observé en 2023, 2024 et 2025. Ouais. C'est plutôt de bon augure pour 2026. Alors, en prenant encore un tout petit peu plus de recul, ce qu'on note, et ça c'est des statistiques américaines, depuis 1950, c'est que quand le mois de janvier est bon, eh ben, dans la très grande majorité des cas, le CAC 40, le Standard & Poor's progresse autour de 17%. Donc ça, on va attendre fin janvier pour tirer des conclusions définitives. Mais je reviens un tout petit peu sur l'élément de volatilité. Lorsque vous regardez les perfs boursières l'année dernière, au jour le jour, vous vous rendez compte que les variations quotidiennes ont été excessivement fortes et que c'est au mois d'avril, donc où on a appris l'annonce de Trump de la folle hausse des droits de douane américains. C'est au mois d'avril qu'il y a eu les plus fortes baisses, mais aussi les plus fortes hausses. Et donc j'en tire comme conclusion, et ça conforte un petit peu le revenu dans notre stratégie du buy and hold, encore plus cette année. L'année dernière, si vous avez manqué les 10 plus fortes hausses de la bourse au niveau de la bourse de Paris, ben votre performance, elle n'aura pas été de plus 11%, ce qu'est la hausse du CAC 40, mais elle aura été de moins 11%. Donc, dans un univers boursier qui se caractérise par une forte instabilité, par un manque total de visibilité, et on l'a encore bien vu avec l'intervention américaine au Venezuela, je pense qu'il faut aller vers une stratégie
solide, une stratégie de buy and hold plutôt que de multiplier les allers-retours sur le marché. Et puis je terminerai là-dessus. En plein brouillard, au revenu, on a tendance à mettre en avant alors la stratégie des 3 tiers. Ouais. Un tiers de titres en direct pour la performance, un tiers de fonds gérés activement parce qu'il faut être humble en bourse et qu'il faut diversifier les gestionnaires. Vous pouvez gérer une partie de votre patrimoine et en confier une partie à un professionnel. Et puis un tiers en ETF. Pourquoi en ETF? Parce que c'est une gestion très peu coûteuse. C'est une gestion qui a cartonné ces dernières années. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va encore cartonner à l'avenir. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Un tiers, un tiers, un tiers. Et puis ça me semble une bonne répartition. Et puis cette tendance, elle est aussi dictée par les ETF d'une certaine manière, hein, d'un point de vue technique. Donc, faut pas en être absent. Ah, il ne faut pas en être absent. Il ne faut pas en être absent, bien sûr, des principaux, je dirais, sous-jacents des ETF, à savoir la tech américaine. Il faut y être. Bien sûr, il faut aussi être sur les grandes valeurs industrielles européennes. Je pense à Schneider, je pense à Air Liquide. Et puis sur 2 thématiques qu'on aime bien pour 2026, la défense. On a encore bien vu hier toute l'envolée des valeurs de défense. Il y a eu les pétrolières, mais les valeurs de défense, notamment européennes, Thales en tête. Et avec un ticket aussi sur le luxe. Bon, d'abord, parce que c'est quand même une force franco-française. Oui. Et puis ensuite, on peut largement parier sur le rebond de la consommation de produits luxe en Chine. Et vous savez, les Chinois représentent un tiers des consommateurs de produits luxe dans le monde. Donc c'est quand même énorme. Félix Baron, 3 tiers, ça vous parle comme système de gestion ? Objectivement, oui. Si on est un investisseur un peu passif, c'est bien de confier avec des fonds gérés, soit en ETF avec des fonds indiciels cotés, soit directement des OPCVM. Pourquoi pas ? J'avoue que je fais pas forcément 3 tiers, mais j'ai 80% titres vifs et le reste qui est du cash pour essayer de saisir les opportunités. Ouais. Je rajouterai une dernière statistique aux excellentes données qu'a donné Christian, c'est que janvier est en moyenne le 3e meilleur mois en bourse sur les indices américains après le mois de décembre et le mois de juillet. Donc, et janvier a toujours tendance à donner le là sur l'année. Si le mois de janvier est bon, généralement, l'année est bonne. Et sur la bourse de Paris, les statistiques sur les 4 dernières années, c'est le mois de janvier qui est le meilleur mois avec plus 4,1% en moyenne et avec derrière le mois de novembre, juillet 3,1 et 3% pour le mois de novembre. Bon, encore 15 ou 16 séances pour en profiter. Ouais, techniquement, là, on a quelques indices. Mais puis, je reviens quand même sur la stratégie des 3 tiers. C'est pas une stratégie passive. En fait, c'est sur le plan structure. Enfin, il y a le tactique et il y a le fonds de portefeuille. Quoi. Ouais, voilà, ça, en fonds de portefeuille, ça n'empêche pas que sur le plan tactique, vous pouvez prendre des positions plus ou moins marquées, que ce soit avec des titres en direct, des ETF ou même des fonds d'investissement gérés de façon active, même si là, c'est le gérant professionnel. Ça me semble bien important de distinguer le fonds de portefeuille. Hein. Il faut éviter dans ces périodes de brouillard, vous savez, la stratégie de l'essuie-glace, un grand coup à gauche, un grand coup à droite. D'ailleurs, les professionnels ne le font pas. Lorsque vous les écoutez sur votre plateau, c'est toujours on surpondère ou on sous-pondère. Donc, c'est-à-dire que, en gros, les États-Unis, c'est 70% des indices mondiaux. Eh ben, la plupart des professionnels disent s'ils sous-pondèrent, ça veut dire qu'ils sont à 60% et ils ont l'impression, voilà, mais ils restent quand même excessivement investis en actions américaines. Donc, c'est un peu ça, ces stratégies. Il faut, je dirais, avoir des positions long terme et puis de faire aussi un peu de la tactique pour profiter des... Après, c'est la table de mixage. La table de mixage, exactement. L'analogie est bonne. Ce qui me paraît important sur les positions long terme, le fonds de portefeuille, à titre personnel, c'est d'avoir des valeurs qui sont récurrentes en cash. C'est-à-dire, moi, j'ai du fonds de portefeuille pour le coup, et ça va être vraiment de l'énergie ou bien des foncières pour être sûr d'avoir au moins 6-7% de rendement en dividendes 1 à 2 fois par an. Les dividendes aristocrates, comme on dit. Oui, mais ça n'existe qu'aux États-Unis. Alors, on commence à en voir quelques-uns en France. Il y a des foncières françaises qui sont, et européennes qui se distinguent, qui sont très élégantes. Foncières, il y a Orange, il y a Air Liquide. Oui, alors, vous parlez les sociétés détenues par l'État. Oui, bon, non, ok. Vous parliez des statistiques, Antoine, en introduction, mais lorsqu'on regarde les statistiques, les performances boursières sur le long terme, les dividendes, c'est à peu près 2 tiers de la performance. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, parce que vous touchez 2, 3 ou 4%, mais ça va capitaliser chaque année si vous les réinvestissez. Ça finit par faire des gains très significatifs. Oui, effectivement. C'est aussi la force des indices qui sont pondérés en valeur dividendes réinvestis, comme le DAX, par exemple. Bien sûr. Évidemment, évidemment. Mais merci, messieurs, c'était super intéressant encore une fois.